que vous saviez qu'il est possible de guérir le cancer seulement en mangeant des carottes? C'est en tout cas ce que propose le site Santé Nutrition, un site qui reçoit entre 500 000 et 1 million de visiteurs uniques par mois et qui est massivement partagé sur tous les réseaux sociaux. On prend tous les jours des décisions importantes en se basant sur des choses qu'on voit sur Internet. Nos votes, on les décide en fonction de ce qu'on a lu sur Internet. Alors en général, l'information de qualité, elle existe, mais elle n'est pas toujours accessible. Il faut aller la chercher. N'importe quel médecin vous dira probablement que c'est une mauvaise idée d'essayer de guérir votre cancer en mangeant simplement des carottes. Il y a 6 mois, j'ai mis en ligne un site qui s'appelle Captain Fact, sur lequel je travaille aujourd'hui avec 3 autres développeurs. Et on a aussi été incubé récemment dans un incubateur nantais qui s'appelle MyAmateur. On bosse avec 2 ambassadeurs qui se chargent d'encadrer, d'aiguiller la communauté et d'accueillir les nouveaux. Et tous ensemble, on essaie de fabriquer des outils collaboratifs qui permettent de vérifier l'information à plusieurs. Alors, commençons par poser un peu de contexte avant de rentrer dans le cœur du sujet. Pour ceux qui étaient là hier à la conférence sur les fake news, vous avez peut-être entendu Brent Strickland parler du fait que nos biais cognitifs nous poussent à partager et à créer des fausses informations pour confirmer nos positions. Moi, je vais partir sur une autre échelle, qui n'est pas l'individu, et je vais essayer d'apporter 2 éléments de réflexion pour compléter un peu ce qui a été dit hier. Premier élément, la crise démocratique. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le système politique et les marchés sont dans l'incapacité de traiter des crises majeures comme l'écologie, comme l'instabilité financière ou comme l'inégale répartition des richesses. Dans un monde où tout a changé, le fonctionnement de nos institutions crée de la frustration. Et dans une société où les règles du jeu ne sont plus adaptées, les joueurs quittent la partie ou commencent à tricher. Certaines données nous laissent penser que la polarisation en politique s'est accentuée. Le graphique que vous voyez montre les positionnements politiques aux États-Unis entre démocrates et républicains sur une période allant de 1994 à 2014. On voit clairement que chaque camp s'est retranché sur ses positions et que chacun s'est en quelque sorte un peu extrémisé. Peut-être que les réseaux sociaux ont joué un rôle là-dedans. L'instantanéité favorise les contenus qui suscitent des émotions. Nos opinions valent plus que les faits et le spectaculaire vaut plus que le vrai. Parler de crise démocratique sans parler de crise médiatique serait incomplet. Dans les médias, aujourd'hui, il y a un reproche qui est souvent fait, c'est que la majorité d'entre eux est possédée par des grands groupes ou des grandes fortunes. C'est vrai, c'est préoccupant, mais en fait, il y a un point sur lequel on devrait peut-être un peu plus s'attarder, c'est le modèle économique. Ça tombe bien, on peut avoir une influence sur cet aspect-là. La presse en ligne dite gratuite, qui revend en réalité nos données personnelles ou vend notre temps d'attention à des annonceurs, cette presse en ligne qu'on consomme tous les jours, elle ne mesure pas sa valeur à combien elle nous informe et elle nous éclaire, mais avant tout avec un nombre de clics et de partages. Il y a un autre aspect pour expliquer cette crise médiatique, c'est les médias citoyens. Aujourd'hui, n'importe qui, vous, moi, peut devenir avec Twitter, Facebook, YouTube, un média à part entière et avoir une visibilité aussi grande que n'importe quel média traditionnel. Si vous vous êtes déjà baladé sur YouTube, vous savez qu'on y trouve le contenu le plus riche comme le contenu le plus bâclé. Et au milieu de tout ça, quelques vidéos de chat qui mettent au moins tout le monde d'accord. Faire un site pro, ça ne coûte plus rien. Et les différencier,
c'est pas toujours évident. C'est pas juste à l'apparence du site que vous allez dire si le site est fiable ou pas. Dans ce contexte, pourquoi faire ce qu'on appelle du fact-checking? D'abord, c'est quoi du fact-checking? Le fact-checking, c'est le fait de vérifier des affirmations pour en déterminer l'exactitude et la véracité. Alors, on ne vérifie pas des opinions. Si je vous dis la ville de Nantes est mieux que la ville de Paris, il n'y a aucun moyen pour vous de vérifier ça. C'est une opinion, vous la partagez ou pas. Si par contre je vous dis que la ville de Nantes a eu une croissance de population plus forte que la ville de Paris ces 2 dernières années, là c'est un truc que vous allez pouvoir aller vérifier. Mais attention, le fact-checking, ce n'est pas non plus juste de la détection de mensonges, un truc binaire vrai-faux. L'un des plus gros objectifs du fact-checking, c'est d'apporter du contexte pour mieux comprendre la situation. C'est le fact-checker qui, quand une personne a trop zoomé sur une image pour essayer de nous masquer ce qui était à côté et faire passer un faux message, va dézoomer et nous montrer l'image globale. Correctement diffusé, le fact-checking il permet d'augmenter le coût du mensonge. Et potentiellement d'identifier les acteurs d'influence psychologique qui auraient mené des campagnes de désinformation. Alors concrètement, aujourd'hui, par exemple, le fact-checking, c'est plusieurs groupes de presse qui montent des équipes. Il y a Factuel pour l'AFP, Desintox, Les Décodeurs, aux États-Unis, PolitiFact ou Snopes. Toutes ces agences, elles font du travail de bonne qualité qui permet en général d'apporter du contexte ou de créer le débat si jamais les résultats des vérifications sont contestables. Le plus gros problème de leur approche, c'est qu'en fait, ils se confrontent à un problème d'échelle. Le nombre de données sur Internet, vous le savez probablement, il est en croissance exponentielle. Par contre, le nombre de journalistes dans le monde, au mieux, il est stable. Au pire, en France, aux États-Unis, il décroît. Une autre approche, c'est le fact-checking automatisé, potentiellement avec de l'intelligence artificielle. Cette approche, elle a plusieurs qualités, dont la première est la vitesse. Vous ne pourrez jamais lire un article aussi rapidement qu'une intelligence artificielle. Et puis, elle est capable de prendre en compte un grand nombre de facteurs. Les liens entre les acteurs, qui a partagé l'info, comment. Il y a par contre plusieurs questions qui se posent, qui sont les mêmes que pour un peu tous les sujets de l'IA. Déjà, ces biais. Comment l'IA a été nourrie? Est-ce qu'elle ne va pas reproduire, voire aggraver des biais humains? Il y a le problème de l'éducation. Est-ce qu'on veut vraiment d'une intelligence artificielle qui vient dire aux gens « ça c'est vrai, ça c'est faux » et qui ne soient pas capables eux-mêmes d'aller vérifier cette information? Toutefois, si on met en place ce genre de technologie pour nous aider à rechercher des sources, ça reste intéressant. On a envie de profiter de ces outils. Il ne faut juste pas se retrouver avec quelque chose de dogmatique qui nous range. Et ça nous amène à l'une des questions les plus importantes de tout ça. Comment le public reçoit le travail du fact-checking? Quelles interprétations il en fait? Quelles informations il en retire? Est-ce que le public qu'on va toucher, c'est celui qui a besoin de ces informations? Il y a 6 mois, comme il a été dit, j'ai mis en ligne une plateforme qui s'appelle Captain Fact, sur laquelle l'idée, c'est de vérifier l'information collaborativement, entre citoyens. Ces outils, on les propose aujourd'hui aussi à des médias ou à l'éducation, pour aider les jeunes à apprendre ce travail de fact-checking. Mais là où l'approche est vraiment différente, c'est de laisser le grand public s'emparer de ce sujet. Le premier outil, c'est une plateforme qui permet, à partir d'un contenu vidéo, potentiellement en direct, d'ajouter des affirmations qui peuvent ensuite être vérifiées collaborativement. On travaille pour ça avec une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, qui font vérifier tous leurs lives en direct par la communauté. Le deuxième outil qu'on a mis en place adresse un autre problème. Il s'agit d'une extension ou d'un petit script qui vient injecter tous les résultats du travail de fact-checking directement sur le contenu, là où il est regardé. Par exemple ici sur YouTube. Alors, cette approche, elle a 3 gros avantages. Premièrement, elle permet d'adresser ce problème d'échelle. En créant une notion de fact-checking citoyen, tout le monde peut se mettre à vérifier l'information.
Le deuxième avantage, c'est qu'elle permet de mettre en valeur les producteurs de contenu qui ont déjà une démarche honnête, factuelle et transparente, en ayant la possibilité de les sourcer, sachant qu'il n'y a pas aujourd'hui de moyens unifiés pour sourcer du contenu vidéo. Ce n'est pas comme un texte où vous avez les liens hypertextes. Enfin, le plus important, elle permet aux citoyens d'affûter leurs compétences en les rendant acteurs de l'information qu'ils consomment au quotidien. Merci à tous.